Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Dans cette présentation, nous abordons la première partie de la modélisation des actions mécaniques. La présentation se déroulera selon le plan suivant. Introduisons d'abord la notion de l'action mécanique. On désigne par action mécanique toute cause physique susceptible de modifier ou créer le mouvement d'un corps, interdire le mouvement d'un corps susceptible de se déplacer, c'est-à-dire de le maintenir à l'équilibre ou au repos, ou enfin le déformer. La détermination des actions mécaniques est indispensable pour étudier les différents systèmes mécaniques de point de vue statique, dynamique ou dimensionnement. En effet, leur connaissance est primordiale pour la mise en œuvre des différents théorèmes de la mécanique classique. Les actions mécaniques se présentent sous différentes formes: force, moment, couple, pression ou contrainte. Mais on peut, d'une façon générale, les classer selon deux points de vue. On distinguera d'abord les actions mécaniques à distance. Ce sont généralement des actions mécaniques volumiques liées à des champs de force comme celle due à un champ d'accélération de la pesanteur ou un champ magnétique. Elles sont appliquées ainsi à tous les points matériels du système considéré. Par ailleurs, on a des actions mécaniques de contact. Elles sont appliquées à une partie de la frontière du système matériel étudié. C'est le cas par exemple des actions mécaniques engendrées par les liaisons mécaniques ou par des pressions. Il y a lieu également de distinguer entre les actions mécaniques internes ou externes à un ensemble matériel donné. Cette notion dépend du système mécanique considéré. Pour cela, on isole le système, on définit le solide ou l'ensemble de solides constituant l'objet de l'étude, ce qui définit un domaine intérieur et un domaine extérieur. En d'autres termes, on doit imaginer une enveloppe virtuelle qui va délimiter la limite du système matériel extérieur et ainsi définir ce qui est intérieur de ce qui est extérieur. À titre d'exemple, si l'on considère trois corps en contact, S1, S2, S3, comme indiqué sur la figure ci-contre, qui sont tous en contact, S1 est en contact avec S2 et avec S3 simultanément. S2 également, il est en contact simultanément avec S1 et S3. Si l'on considère l'ensemble matériel E constitué de deux corps S1 et S2, alors l'action mécanique de contact de S3 sur S2 est considérée comme une action extérieure à l'ensemble E, tandis que l'action mécanique de contact de S1 sur S2 est intérieure à E. À cela se rajoutent les actions à distance de la pesanteur qui s'appliquent sur les trois corps. Donc c'est une action à distance mais qui est extérieure. Un autre exemple plus concret, donc c'est un exemple technologique d'un système de bridage, comme illustré sur cette figure. Il est constitué de 7 éléments. L'ensemble complet, il est constitué des éléments numérotés de 1 jusqu'à 7. La pièce qu'on veut brider, c'est la pièce 1. Donc le reste constitue le système de bridage. Alors, ce qu'on va considérer comme système matériel sigma, c'est l'ensemble, le sous-ensemble constitué des éléments 3, 5 et 7. Donc, c'est ce qui est indiqué ici. Alors, la frontière de l'ensemble isolé, c'est celle de ce groupe sigma. D'accord? Donc, les actions mécaniques intérieures sont les actions qu'exerce l'élément 3 sur l'élément 7.
et les actions exercées par 7 sur l'élément 5. Donc, ce sont des actions intérieures. Par ailleurs, les actions de 1 sur l'ensemble sigma, ce sont des actions extérieures. L'action faite par l'axe 6 sur sigma est une action extérieure. L'action faite par la tige filetée 4 sur la pièce, sur le sous-ensemble sigma, est une action extérieure. Donc, cette notion d'isolement, elle est omniprésente en mécanique. D'ailleurs, on va l'utiliser fréquemment dans l'établissement des équations de l'équilibre statique ou de l'équilibre dynamique. Donc, sa compréhension, elle est primordiale et elle passe pas forcément par l'imagination d'une enveloppe virtuelle du dispositif qu'on veut étudier qui peut inclure un corps, deux corps ou plusieurs corps matériels simultanément. On passe maintenant à la notion de force. En mécanique, la notion de force est liée au mouvement ou à l'équilibre des corps rigides ou à la déformation des corps flexibles. Il en est en fait la cause. D'une façon générale, les forces sont utilisées pour modéliser des actions mécaniques très diverses, comme le poids, l'attraction magnétique ou terrestre, etc. Les forces sont représentées par des vecteurs ayant les propriétés générales des vecteurs vus précédemment dans le chapitre introductif. En effet, un vecteur force est défini par une intensité donnée en newton ou ses dérivés, une direction, donc c'est le support de la force, un sens et un point d'application. Le vecteur force est aussi appelé glisseur, qui est un torseur particulier dont le moment est nul au niveau du point d'application. Prenons l'exemple de la figure ci-contre. Au moment du tir, l'action de contact exercée par le pied 1 sur le ballon 2 est schématisée par la force F, qui est en bleu ici, F12, appliquée au niveau du point A, supportée par la direction qui est en pointillé ici en rouge, et orientée selon l'angle alpha par rapport à l'horizontale. Dans ce cas de figure, la force F12 est un vecteur lié attaché au point A. Par ailleurs, une force F agissant en un point quelconque, par exemple A, peut être décomposée ou remplacée par deux autres vecteurs, U et V, au plus, agissant au niveau du point d'application A. Mais vérifions la condition F est égal U plus V. Donc, c'est le principe de décomposition. Donc, on peut retrouver F qui est égal à U plus V par la composition en utilisant le parallélogramme ou le triangle de construction. En fait, c'est le cas inverse de la résultante. Il existe donc une infinité de solutions possibles en fonction des directions choisies au départ pour obtenir les deux vecteurs U et V. Donc un cas particulier très intéressant pour cette décomposition est celui de l'obtention des coordonnées cartésiennes du vecteur F. En effet, en 2D, on peut obtenir, comme illustré sur la figure, les deux coordonnées F X et Fy de la force F par projection du vecteur considéré grand F en faisant donc la projection du vecteur F sur les deux directions X et Y. Donc on va obtenir Ux, donc la composante horizontale, qui est égale Fx Ux. Et en fait, c'est le produit scalaire du vecteur F
avec le vecteur unitaire UX. La composante FY s'obtient donc ou correspond plutôt à la composante V, d'accord? Donc elle s'obtient par projection du vecteur grand F sur la droite Y. Donc on fait le produit scalaire de F avec le vecteur UY, ça va nous donner la composante FY. Donc en définitive, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir F est égal à U plus V, avec U est égal Fx Ux et V est égal Fy Uy. Donc, ce sont les deux composantes cartésiennes du vecteur force F. C'est un cas particulier qui est très intéressant dans la pratique pour la décomposition d'un vecteur en composantes selon les directions normalisées. Quand on a plusieurs vecteurs force, l'opération d'addition généralement s'impose. Deux vecteurs force peuvent être additionnés pour former un vecteur force. Graphiquement, cette somme peut être effectuée en utilisant le parallélogramme de construction ou le triangle de construction. Par exemple, sur cette figure, on a une vis à œil soumise à deux forces, F1 100 newtons, F2 150 newtons, qui sont orientées selon les angles 15 degrés et 10 degrés comme indiqué sur la figure. On peut calculer la résultante des deux forces F1 et F2, soit en utilisant le parallélogramme de construction, comme montré sur cette partie de la figure, ou en utilisant le triangle de construction comme indiqué ici. Dans les deux cas de figure, le résultat est le même. Donc le vecteur résultant FR possède un module de 212,6 newtons. Et son orientation qui est indiquée par l'angle θ ici par rapport à F1, elle est de 39,8 degrés. Donc la procédure de mise en œuvre de ces deux constructions va nécessiter donc la réalisation des constructions géométriques simples. Dans le parallélogramme de construction, on est obligé donc de construire aux extrémités de deux forces F1 et F2 des droites parallèles au vecteur successivement F1 et F2 pour avoir la diagonale du parallélogramme qui représente le vecteur FR. Par contre, pour la construction de triangles, normalement, on doit tracer à l'extrémité du vecteur F1 un représentant de la force F2. Ainsi, le vecteur résultant FR est l'hypoténuse du triangle qu'on vient d'obtenir. Pour calculer l'angle θ, on fera appel aux relations connu au sein d'un triangle, donc le rapport entre les sinus de chaque angle avec la côte ou le côté qui se trouve cerné par cet angle-là. Donc ça va nous permettre, donc c'est un rapport qui est constant au sein d'un triangle, donc cette relation elle est utile pour déterminer l'orientation de notre force. Comme ici, par exemple, on a 150 divisé par sinus θ. 150, c'est le module de ce côté-là, d'accord? Divisé par sinus θ. Il va être égal à 212,6 qui est le module de FR divisé par cet angle-là. Donc cet angle, il est 215 degrés. Donc c'est la même relation qu'on va retrouver dans le triangle de construction. Bref, donc la mise en œuvre de l'addition des forces peut être faite graphiquement par le parallélogramme de construction ou le triangle de construction. Et cette sommation de point de vue algébrique donc, a les propriétés de commutativité et d'associativité. Donc, comme on l'a fait pour deux vecteurs, on peut le faire
plus de vecteurs. Donc, si on a par exemple 3 vecteurs, F1, F2, F3, on peut appliquer la propriété d'associativité. Donc, on va d'abord calculer la résultante de F1 plus F2 et le résultat de cette addition, on va l'additionner avec F3. Donc, c'est ce qu'on a fait ici sur cette figure-là. Donc, d'abord, la résultante de F1, F2, qu'on voit ici. Donc, on a le parallélogramme de construction qui nous donne cette diagonale. Après, donc, le résultat, on va l'additionner avec F3 pour obtenir le vecteur total qui est en rouge. Donc, l'application de l'addition sur le plan graphique, elle nécessite des constructions qui doivent être faites d'une façon précise. Par ailleurs, si on dispose des composantes cartésiennes de chacune des forces, donc F1, F2, F3. Donc, dans le cas de D, par exemple, ici, on a les différentes composantes des différentes forces présentes. Ainsi, il suffit d'additionner composante par composante pour retrouver le résultat qui nous décrit les composantes cartésiennes de la force résultante de l'addition des vecteurs F1, F2 et F3. En fait, l'opération d'addition qu'on a présentée tout à l'heure permet d'aborder la notion de résultante. On appelle résultante d'un système de force F1, F2, Fn, la force R qui est au fait le résultat de l'addition des n forces F1 plus F2 jusqu'à Fn. En coordonnées cartésiennes, la résultante R s'obtient en réalisant l'addition algébrique des composantes des différents vecteurs selon les axes OX, OY et OZ. Prenons l'exemple de la figure suivante. Donc, on veut déterminer la résultante des forces F1, F2, F3 appliquées à la vis à œil. Et pour cela, on va procéder par projection sur les deux axes OX, OY du moment qu'on a à faire un plan 2D. Et par la suite, on va procéder à l'addition. Ainsi donc, on remarque que F1 elle est égale à moins 400 UX. Donc, elle est orientée dans le sens opposé de l'axe X. En outre, donc F2, c'est un vecteur force de module 250 newtons orienté selon l'angle 45 degrés. Donc, on doit multiplier par sinus et cosinus pour avoir les deux composantes selon UX et Y. De même, pour F3, c'est un vecteur force, donc de module 200 newtons, orienté avec un angle 45 degrés par rapport à la verticale 45 degrés. Et donc, on va procéder maintenant, après avoir calculé les composantes selon les deux directions X et Y, on va tout simplement faire l'addition composante par composante pour obtenir les coordonnées cartésiennes du vecteur FR le long des deux directions X et Y. Donc, selon l'axe des X, c'est moins 364,64 et selon l'axe des Y, c'est 318,2. Alors, le module de cette force s'obtient par le calcul de la racine carrée de la première composante au carré plus la deuxième composante au carré, ce qui va nous donner 483,96 newtons. Et l'orientation et le rapport tout simplement, donc c'est l'arc tangent du rapport de la composante selon Y par celle selon X, ce qui va nous donner l'orientation de moins 41,11 degrés. Ce résultat peut être obtenu par composition graphique, soit par le parallélogramme de construction ou le triangle de construction. Donc, on procède d'abord à l'addition du vecteur F2 plus F3. Donc, la résultante va être additionnée à son tour avec le vecteur F1 pour obtenir le vecteur résultant F1 plus F2 plus F3 indiqué ici en rouge. On passe maintenant à la notion de moment d'une force. On appelle
moment d'une force F appliquée en A par rapport à un point O, la grandeur vectorielle MO, qui est définie par cette relation. MO est égal à OA vectoriel F. Le module de MO va être égal au module du vecteur OA fois le module de la force F fois sinus l'angle θ cerné entre les deux vecteurs. Cela peut être représenté comme étant le produit de D fois F, où D, comme le montre cette figure, représente la distance la plus courte entre le point de calcul du moment O et la droite d'action de la force F. Donc, comme on voit sur cette figure-là, le vecteur MO, il est perpendiculaire au plan contenant les deux vecteurs OA et le vecteur F. Ainsi, on peut déterminer le sens du vecteur MO en utilisant la règle de la main droite ou en utilisant la règle du tire-bouchon. L'angle θ compris entre les deux vecteurs OA et F permet au fait de déterminer la distance la plus courte, D. En effet, D égale à OA sinus θ. Ceci démontre que l'effet de la force F de point de vue moment, il est indépendant de la position du point A sur sa droite d'action. Donc, si on change le point A sur cette droite d'action, on va avoir le même résultat de point de vue moment. Ainsi, on va dire que le vecteur moment est un vecteur lié au point de calcul MO, donc il dépend du point de calcul O, parce que c'est ce point-là qui va déterminer la distance D. Par contre, l'effet de la force F, si il est appliqué à un corps rigide ou à un solide indéformable, la position du point d'application et l'orientation de la force vont déterminer le comportement global du système. En effet, les moments génèrent ou interdisent des mouvements de rotation autour de droites bien déterminées. À titre d'exemple, on peut déterminer le moment de serrage appliqué par la main 3 via la clé 2 sur l'écrou 1. On a donc le centre de l'écrou, c'est le point A, c'est le point de réduction ou de calcul du moment, et le point d'application de la force, F3, 2, et le point B. Donc, si on utilise la relation qu'on a définie tout à l'heure, on va écrire que le moment en A va être égal à AB vectoriel la force F3, 2. Et le résultat, il va être tributaire du module du vecteur AB, du module de la force appliquée F3, 2, et également de l'orientation relative, θ ici, de la force F3, 2 par rapport au vecteur AB. On voit très bien que le module du moment, il est maximum si sinus θ, il est égal à 1. Cela n'est effectif que si la force F3, 2 est perpendiculaire au vecteur AB. Donc, θ est égal pi sur 2. Si l'on considère un système de coordonnées cartésiens OUX, OY, OUZ comme indiqué sur la figure, dans lequel on a une force F de coordonnées Fx, Fy et Fz appliquées au niveau du point A dont les coordonnées cartésiennes sont x, y et z, alors le moment de cette force F au niveau du point O est le vecteur lié MO de coordonnées cartésiennes Mx, My et Mz qui vont s'obtenir par l'application de la relation du calcul vectoriel OA vectoriel F. Cette relation est évaluable en utilisant différentes techniques.
la plus simple que je vous recommande, c'est l'utilisation du déterminant. Et donc, on va obtenir cette expression. Donc, la première composante est yfz moins zfy. La deuxième composante est zfx moins xfz. Et x, la troisième composante, est xfy moins yfx. Donc, ces détails de mise en œuvre sont donnés dans la vidéo qui fait référence au calcul vectoriel. Ainsi, si l'on analyse chacune des composantes du vecteur MO, on trouve que c'est le résultat du calcul des moments de chaque composante de f autour des trois axes de la base. En effet, si l'on considère la première composante, c'est-à-dire yfz moins zfy, on voit d'abord l'absence de fx, car cette composante n'a aucun effet autour de l'axe OX, alors que fz a tendance à engendrer une rotation positive autour de l'axe OX, tandis que fy a tendance d'engendrer une rotation négative autour de OX. Donc ce résultat peut être expliqué également par le théorème de Varignon. En effet, on a vu précédemment une force F agissant en un point A peut être toujours décomposée ou remplacée par deux autres forces, U et V agissant au même point, et vérifions la condition F est égal U plus V. Le théorème de Varignon stipule que le moment de la force F au point A est égal à la somme des moments de ces deux composantes U et V par rapport au même point, et cela nous permettra d'écrire que le moment en A va être égal au moment de U en A plus le moment en A de la composante V. Et cela, on le voit clairement ici au niveau de chaque composante. Donc, le moment au niveau selon l'axe des X, donc on a ici, c'est le moment de la composante selon Z. Regardez, si on regarde la composante FZ, la distance qu'elle sépare cette composante FZ par rapport à l'axe X qu'on a ici, c'est donc Y. C'est cette distance-là. Donc, on a ce bras de levier, Fz multiplié par ce bras de levier, moins le moment généré par cette composante, donc que vous voyez ici, Fy, qui se trouve à une distance Z, ici, par rapport à l'axe X. Donc, c'est vraiment l'application directe du théorème de Varignon. Donc, ça permet donc de déterminer ou d'expliquer l'effet combiné des trois composantes f, x, y et f, y et fz selon les trois axes x, y, z. Donc, on retrouve par les techniques de calcul du produit vectoriel classique. À titre illustratif, on désire déterminer le moment de la force F de module 400 Newton appliqué sur le support triangulaire dont les caractéristiques géométriques sont données sur la figure. Ainsi, si l'on associe au système un repère ou un système de coordonnées cartésiens OUX, UY, donc cela va nous permettre de déterminer les coordonnées des différents constituants du système, particulièrement le point d'application de la force F ainsi que les composantes du vecteur F selon les deux directions. Donc on va avoir f de x qui est égal à 400 sinus 30 degrés et fy va être égal à moins 400 cosinus 30 degrés. Par ailleurs, les composantes du point d'application, on va avoir 0,4 en coordonnées selon x et moins 0,2 selon l'axe y. Donc,
Ayant ces ingrédients, on a la possibilité de calculer le moment de la force F qui va s'obtenir tout simplement par le calcul d'abord du moment de la composante horizontale U et le moment de la composante verticale V. Donc l'addition des deux va nous donner le moment de la force totale. Donc le moment de U, regardez la composante horizontale, au fait il est égal à moins 0,2 UY, d'accord, vectoriel 200 UX, qui représente la composante horizontale U, et on a également dans cette expression le moment de V qui est égal à 0,4 UX vectoriel moins 346,41 UX, donc qui représente la composante V. Au total, on va avoir le moment en haut de F qui est égal à moins 98,96 UX Newton-mètre. Donc c'est une application directe c'est une application du théorème de Varignon qu'on peut vérifier par l'application directe du produit vectoriel. On pouvait prendre directement la technique du déterminant. Donc, on va avoir dans la première ligne les vecteurs de base. Par la suite, le premier vecteur, ça sera le composante du vecteur OA. Donc, c'est le vecteur qui dénote le point d'application de la force. Et enfin, on a dans la dernière ligne les composants du vecteur F. Donc, cela va nous amener au même résultat qu'on a donné ici par application du théorème de Varignon. En présence d'un système de force, il y a la possibilité de procéder à sa réduction. En effet, n'importe quel système de force F1 jusqu'à Fn peut être réduit en un point I à une force grande R appelée résultante et à un moment MI défini par les deux équations suivantes. Donc, R est égal à la somme de F1 jusqu'à Fn et le moment en I de la résultante R, il est égal à la somme des moments de chacune des forces. Donc, c'est l'application directe du théorème de Varignon. On peut dire que le système F1 jusqu'à Fn peut être remplacé en I par un système de force défini par la résultante R et le moment MI qui lui est équivalent. Donc les deux systèmes sont interchangeables dans les opérations de calcul. En outre, au point I, on peut ainsi définir le torseur des actions mécaniques associées au système de force qui est constitué des deux grandeurs, la résultante R et le moment MI de R. Donc, il est fonction du point de réduction I choisi. Si le point de calcul choisi I doit être changé, donc on doit appliquer la relation de transport qu'on a vue précédemment dans le chapitre des généralités. Ainsi, on écrira sous différentes formes que le torseur des systèmes de force, donc taux, calculé au point de réduction I et dans la base de projection IJK, se réduit aux deux éléments, donc la résultante de grande R et le moment en I. Donc on écrira la même chose, donc d'abord la résultante de grande R, puis le moment MI. Donc les deux écritures sont équivalentes. Dans le système de référence IJK, ayant les composantes cartésiennes de chacune des composantes du torseur, notamment la résultante et le moment, on peut écrire dans la première colonne les composantes de la résultante R, Rx, Ry et Rz, et puis dans la deuxième colonne, on va écrire les trois composantes selon X, Y, Z du moment MI. On passe maintenant aux actions mécaniques à distance. Lorsque les actions mécaniques sont à distance, on parle d'action volumique. Chaque élément du volume de l'ensemble matériel considéré subit une action élémentaire. Nous citons à titre d'exemple les actions de la pesanteur type poids. Dans la suite, nous allons analyser cette action du poids. Soit le système de référence OXYZ lié à la Terre
auquel on lui associe la base orthonormée directe UX, UY, UZ. Le vecteur UZ est dirigé suivant la verticale ascendante, soit aussi l'ensemble matériel E constitué d'éléments de matière dm. Dans une première approche, la pesanteur peut être considérée comme l'attraction de la Terre sur l'ensemble matériel E. Ainsi, chaque élément de la matière dm de l'ensemble E subit une action élémentaire qui vaut moins dm gz. C'est un modèle local dû à l'attraction terrestre définie en chaque point de cet ensemble comme étant dm est égal à ρ dv, où dv est un élément de volume et ρ représente la masse volumique de E. Cela donc constitue un modèle local de l'action volumique du champ uniforme des actions mécaniques de pesanteur. L'intégration, c'est-à-dire la sommation de toutes ces actions sur le volume de E, permet de définir la force P de l'ensemble matériel E qui constitue au fait le modèle global de l'action de la pesanteur. Ainsi, ce qu'on vient de décrire représente à la fois une illustration du modèle local de l'action de l'attraction terrestre. Donc, on a vu que cette action élémentaire vaut moins dmg fois z. Donc, c'est un modèle local. Et nous avons vu que par intégration de cette action sur la totalité du volume du système ou du corps E, va nous permettre d'avoir l'action globale, P, qui est le poids, donc qui représente la force du poids appliqué au niveau du centre de gravité. Le poids de l'ensemble E peut être représenté donc par un vecteur poids ayant comme point d'application le centre de gravité G. Sa direction est la verticale passante par G. Il est orienté vers le bas. Son module, il est égal à la masse fois la gravité. Et ce poids, il est donné en newton, tandis que m est la masse qui est donnée en kilogrammes. Et la gravité représente l'accélération de la pesanteur donnée en mètres par seconde au carré. Discutons maintenant des actions mécaniques de contact. Les solides étant assemblés entre eux pour former des systèmes mécaniques, il est donc certain qu'il va y avoir des ondes de contact à travers lesquelles il va y avoir transmission des actions mécaniques. Lorsque les deux ensembles matériels S1 et S2 sont en contact dans une zone frontalière A, d'accord, il va y avoir création d'actions mécaniques de contact. En effet, dans chaque élément entourant le point M appartenant à cette zone, il y a une action élémentaire de S1 sur S2 qu'on peut modéliser par le modèle élémentaire dFn2. La liaison entre les deux solides S1 et S2 sera parfaitement caractérisée de point de vue action mécanique si l'on connaît le torseur des actions mécaniques associées dont les éléments de réduction sont Fn2 et Mn2 en I. Donc ce sont les éléments du torseur d'action mécanique transmissible de S1 vers S2. Ceci constitue le modèle global de ces actions qu'on peut obtenir par intégration du modèle local dFn2. Cela doit être fait selon la nature du contact qu'on a entre S1 et S2. Ainsi, on distinguera trois catégories de contacts pour lesquels on a trois types d'actions différentes. On a les actions ou charges concentrées. Dans ce cas-là, la zone de contact se réduit à un point. C'est le cas notamment du contact qu'on obtient entre une sphère déposée entre une sphère et un plan.
On a en deuxième lieu les actions réparties sur une ligne. Dans ce cas-là, on parle de charge linéique. La zone de contact se réduit à une ligne. C'est le cas notamment d'un cylindre qui est déposé sur un plan. Enfin, on a le cas où les actions sont réparties sur une surface, donc on parle de charge surfacique. C'est le cas notamment d'un objet parallélépipédique déposé sur un plan. Dans ce cas-là, la zone de contact se réduit à une surface. Dans tous les cas, le modèle global défini par le torseur des actions mécaniques F12, M12 en I s'obtiendrait par intégration du modèle élémentaire dF12 qui doit tenir compte de la particularité de la géométrie de la surface de la zone de contact. Par ailleurs, on peut distinguer le contact parfait sans frottement et avec frottement. Pour cela, on va considérer contact ponctuel au niveau du point I entre les deux solides S1 et S2. On appellera dans ce cas-là sigma zone de contact entre les deux solides. Et on notera la réaction R, au fait, elle correspond à F12. Donc, c'est la résultante de l'action de S1 sur S2. D'après le principe de l'action et du principe des actions réciproques, l'action de contact que réalise S2 sur S1 sera moins R, donc c'est l'opposé. Alors, pour les études de frottement, généralement, on procède à la décomposition de la réaction R, qui correspond à la résultante F12, donc en deux composantes. Il y a la composante tangentielle, T, qui est contenue dans le plan sigma, d'accord, et la composante normale qui est perpendiculaire, orthogonale au plan sigma. On a donc la résultante R qui est égale à T plus N. Et selon la loi de frottement adoptée, en l'occurrence la loi de Coulomb, on va avoir un coefficient de frottement qui est tributaire de la proportion de T par rapport à N. Donc, ce sont des actions à en tenir compte lors de la modélisation. Et on peut définir au niveau du point I également les moments de l'action R et de ces deux composantes T et N. Donc, on appliquera le théorème de Varignon. Donc, on va dire que le moment de R en I va être égal au moment de T en I plus celui du moment de N en I. Donc, cette modélisation, elle est très utile pour l'étude des contacts entre différents solides et elle va être utilisée dans différents exercices de la série de TD qu'on développera ultérieurement. On parle maintenant des actions mécaniques transmissibles par des liaisons mécaniques parfaites. Un corps libre dans l'espace peut se déplacer par rapport à un référentiel suivant des mouvements élémentaires qu'on appelle également mobilité. On a ainsi trois translations notées Tx, Ty et Tz et trois rotations Rx, Ry et Rz. Ces 6 mouvements générateurs sont appelés degrés de liberté. Une liaison mécanique est la mise en relation de deux solides 1 et 2 par contact physique. La liaison entre les deux solides est créée par le contact d'une surface associée au solide 1 sur une surface associée au solide 2. Cette liaison permet de les rendre partiellement ou totalement solidaires. Donc elle supprime au moins un mouvement relatif pour les deux solides. Pour caractériser la nature de leur liaison, il faut étudier les mouvements relatifs autorisés et les actions mécaniques transmissibles dans un repère local associé à la liaison. La liaison entre deux solides se caractérise donc par le nombre de mobilités que peut avoir l'un des solides par rapport à l'autre. Ces mobilités sont appelées degrés de liberté, notés brièvement DDL. On dit qu'une liaison a un degré de liberté n si elle autorise n mouvements indépendants. À la limite, une liaison entre 1 et 2 peut avoir
au plus 6 degrés de liberté. Dans ce cas, on parle de liaison libre. Par ailleurs, le nombre de composantes d'effort transmises par une liaison est égal à 6 moins n degrés de liaison. En fait, un degré de liberté supprimé correspond à un degré de liaison. Les mouvements relatifs x, dy, tz, rx, ry, rz s'étudient dans le repère local ax, ay, az, associé à la liaison, où par exemple tx désigne la liberté de translation selon l'axe ax du solide 1 par rapport au solide 2 et réciproquement. Rx désigne la liberté de rotation autour de l'axe ax du solide 1 par rapport au solide 2 et réciproquement. On peut associer au mouvement relatif une variable qui peut prendre deux états. Le chiffre 0 lorsque le degré de liberté est impossible, il est bloqué par une action mécanique de contact. Le chiffre 1 lorsque le degré de liberté est possible, donc aucune action mécanique de contact ne le bloque. Pour illustrer mes propos, on va analyser quelques liaisons mécaniques. On commence d'abord par la liaison ponctuelle, dont la schématisation normalisée en 2D et en 3D est donnée dans cette colonne. On voit qu'on a indiqué une flèche le long de l'axe X, ici et ici. D'accord? Donc cela correspond au fait à l'action mécanique qui permet de bloquer la translation relative entre les solides 1 et 2. Donc de ce fait, on a une translation qui est bloquée le long de l'axe X. On l'a noté ici par 1, 0. C'est une translation éliminée. Le reste, donc les 5 mobilités, sont possibles et donnent naissance à un 5 degré de liberté entre les deux corps. Dans la diapo précédente, on a dit que pour une translation, à 1 degré de liberté éliminé correspond à un degré de liaison. Donc, il correspond à une action mécanique qui assure cette liaison. Donc, elle est notée ici, x de 1 sur 2, qu'on peut également noter rx de 1 sur 2. Les autres composantes du torseur des actions mécaniques transmissibles du solide 1 à 2 sont tous nuls du moment qu'on a 5 degrés de mobilité possible. Ce contact ou cette liaison mécanique peut illustrer le cas de contact entre une sphère et un plan, une sphère et un cylindre, ou un cylindre sur un cylindre. La deuxième liaison qu'on considère ici est la liaison linéaire rectiligne. La schématisation de cette liaison en 2D et en 3D est donnée ici. Donc, le mouvement relatif des corps 1 et 2 constituant cette liaison est caractérisé par 4 degrés de liberté. Ainsi, la translation le long de x, donc tx, elle est bloquée. De même, la rotation autour de l'axe z, qu'on voit ici, elle est bloquée. Donc, le reste, il nous reste les mobilités ty, tz et rx et ry. Pour chaque 0 qui apparaît ici dans cette matrice de mobilité, donc correspond des degrés de liaison caractérisés par des actions mécaniques, comme ici indiqué. Donc x12, c'est l'action mécanique qui permet de bloquer la translation t le long de x. Et n12, c'est le moment autour de z qui permet de bloquer la mobilité rz. Donc, on a 2 degrés de liaison. Donc, 2 actions mécaniques dans le torseur à identifier. Donc, ce cas de figure correspond au contact de cylindre sur un plan comme illustré sur cette figure-là. Une autre liaison intéressante à voir est la liaison pivot.
La liaison pivot est schématisée ici dans cette colonne en 2D en 3D. Donc c'est une liaison pivot d'axe X. Cela veut dire, du point de vue degré de liberté, que le seul degré de liberté autorisé, c'est la rotation autour de l'axe X. Les autres degrés de liberté ou les autres mobilités sont tous bloqués, donc on va mettre des zéros partout dans cette matrice de mobilité. À ces zéros correspondent donc 5 composantes non nulles dans le torseur des actions mécaniques transmissibles du corps 1 vers le corps 2 constituant cette liaison mécanique. Ainsi, on dispose d'un degré de liaison 5. Sur cette figure, on a représenté une réalisation technologique. Donc la liaison pivot ici est obtenue par un contact entre deux cylindres auquel on a rajouté deux plans de ce côté-là et de ce côté-là pour assurer l'arrêt de translation le long de l'axe X. En pratique, on a la possibilité de réaliser cette liaison pivot en utilisant différentes solutions technologiques. Au fait, il existe d'autres liaisons qui peuvent être analysées de la même façon, comme la liaison appui-plan, la liaison sphérique, la liaison linéaire annulaire ou la liaison linéaire rectiligne.